Yom HaZikaron, la journée du souvenir en mémoire des plus de 24 000 soldats tombés sur le champ de bataille et plus de 4 100 civils victimes du terrorisme. L'une des journées les plus marquantes dans le calendrier israélien. Avancer, se souvenir pour ne jamais oublier. Émission spéciale de défense sur i24 News. Et l'un des attentats qui aura le plus marqué Israël au cours de ces 20 dernières années, c'est l'attentat de l'Hôtel Park de Netanya en plein repas de Pessah, des fêtes qu'Israël vient de célébrer. Un kamikaze se fait sauter. Il part de cette région de Jenin pour arriver juste derrière nous en plein cœur de la ville balnéaire de Netanya. Retour sur les faits et on retrouve juste après deux acteurs des services de sécurité. L'un était responsable du Shabak de la région, les services intérieurs. Le deuxième était dans la police des infiltrés, ce que l'on appelle les Mistahavim. L'une des pires attaques terroristes qu'Israël ait jamais subies. Celle qui a défini et également changé le cours de la deuxième intifada, un attentat pernicieux à la veille des fêtes juives de Pessah. Cela reste mon pire échec, mon échec. Face à toutes ces familles assassinées et ce chaos et ces cris, il n'y a pas de mots qui peuvent décrire la colère, la frustration et la culpabilité plus que tout. 27 mars 2002, des centaines de personnes sont rassemblées à l'Hôtel Park de la ville côtière de Netanya, au nord de Tel Aviv, pour célébrer le repas de Pessah. Au même moment, un terroriste palestinien et un complice cherchaient un endroit pour perpétrer leur attaque. Sauf qu'ils ne connaissaient pas le calendrier hébraïque. Sur place, l'horreur absolue, 30 personnes tuées, plus de 150 blessés. Mon mari a été tué sur place. Il n'y avait aucune chance de le sauver. Ma fille aînée a été grièvement blessée et elle est encore en partie paralysée. Nous avons tous été blessés. Mes parents, ma belle-mère et moi étions à 2 doigts de la mort. Je me souviens que les secouristes disaient dans l'ambulance qui me conduisait à l'hôpital qu'ils me perdaient. Plus de 18 ans se sont écoulés depuis cette attaque sanglante et les blessures sont toujours ouvertes. C'est quelque chose qui revient chaque fois que j'entends parler d'une attaque terroriste. C'est comme si mes blessures se rouvraient et je pense que je ne serai jamais guérie. Ce qui est vrai pour les familles, pour l'hôtel, l'est aussi pour les personnes directement impliquées, ceux qui estiment qu'ils auraient dû empêcher l'attaque. C'était le 27 mars 2002. Messieurs, première question d'abord pour vous, Izar. Lorsqu'on est chef de la section du Shabak, au moment de l'Hôtel Park de Netanya, et qu'on voit ces corps qui jonchent le sol avec du sang, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Chaque attentat est un échec, et en particulier celui de l'Hôtel Park en 2002 à Netanya, dont le bilan fut terriblement lourd avec 30 morts et plus de 80 blessés. Le mot « enfer » que l'on emploie souvent dans différents contextes est pour moi associé à l'attentat de l'Hôtel Park. J'ai vu plusieurs attentats au cours de ma carrière, mais celui-ci fut très singulier, compte tenu du nombre important de morts qu'il a fait dans un espace relativement étroit. Un attentat est avant tout un échec. Notre objectif est d'empêcher que des attentats n'aient lieu. Par conséquent, lorsqu'un attentat est perpétré, pour nous, c'est un échec. Et cet attentat l'est en particulier. Il faut savoir que cet attentat fut un acte de vengeance à la suite de l'élimination par Tsahal du chef du Hamas dans le secteur de Tulkarem. Les gens perçoivent parfois la lutte contre le terrorisme comme une guerre chaotique sans règles. Or, nous agissons selon des règles extrêmement claires. Une de ces règles est que lorsque nous effectuons une élimination ciblée, à l'instar de l'opération qui a coûté la vie au chef militaire du Hamas dans la région de Tulkarem, nous nous attendons toujours à un attentat de vengeance. Nous prenons cela en compte. Nous avons donc bien prévu la riposte. Nous avons pu déjouer 2 attentats et le 3e moins, malheureusement. Ce fut l'attentat de l'Hôtel Park. Par ailleurs, il n'était pas censé se dérouler à cet endroit. Où est-ce qu'il devait être? Leur intention était de perpétrer un attentat dans la rue piétonne d'Herzliya. C'est alors qu'arrive sur place le chauffeur et l'auteur de l'attentat, Abdel Basset Odet. Leur intention était de tuer un maximum de personnes sur la rue piétonne. Et à leur grande surprise, ils n'y ont trouvé personne. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'en dépit de leur travail de renseignement, ils se sont trompés sur un élément fondamental. Ils ignoraient que c'était la veille de Pessah. Durant 2h37, le terroriste suicide déguisé en femme et muni d'une ceinture bourrée de 15 kilos d'explosifs, de clous et d'autres matières, continue à avancer en direction de Tel Aviv, accompagné toujours de son chauffeur, dans l'espoir de trouver des gens afin de se faire exploser à côté d'eux. Telle était l'intention initiale.
Puis soudain, Abdelbasset Odette, cet abject terroriste, s'adresse à son chauffeur et lui dit « Écoute, par le passé, j'ai travaillé dans un petit hôtel. Dans une demi-heure, il y aura là-bas un dîner. Viendront sans doute 15 ou 20 personnes. Il ignorait qu'à l'intérieur, il retrouvera environ 280 personnes et qu'il pourra ainsi cliquer sur le bouton et se faire exploser au milieu de cette grande foule. J'ai vu beaucoup de choses que je raconterai par la suite, bien entendu. Ce fut très dur pour moi. La première chose que j'ai vue en arrivant sur les lieux, que je n'ai pas compris dans un premier temps, c'est cette piscine de sang au milieu de la salle, sur laquelle flottaient des cadavres. J'ai réalisé par la suite que c'était l'estrade sur laquelle le terroriste s'est fait exploser. Mon sentiment fut donc celui d'un échec et d'une grande tristesse. L'une des premières choses que j'ai vues, ce fut une famille entière massacrée, à l'exception d'un seul survivant. Ce fut donc pour moi un mélange de sentiments d'échec, d'une volonté de revanche et d'une grande tristesse, quelque chose qu'il est difficile d'expliquer. On dit souvent que vous, les policiers d'élite ou les hommes des renseignements, vous êtes des héros et pourtant, on sent dans vos propos, je vous voyais, Oren Or, réagir de manière très sévère aux propos de Izhar. Pourquoi ? Parce que finalement, vous êtes tout le temps sur le qui-vive et il suffit d'un cas, finalement, pour tout remettre en question. Écoutez, la responsabilité d'Izhar est colossale. Izhar est l'œil qui veille sur la sécurité des citoyens. Il y a beaucoup de réussites que les médias ne mentionnent pas toujours. La plupart de nos exploits sont effectués en dessous des radars. Mais lorsqu'un attentat a lieu et qu'il fait des morts parmi des civils innocents, des enfants et des femmes, le monde s'écroule soudainement sur nos têtes. La responsabilité est encore nettement plus importante. C'est d'autant plus le cas lorsque vous êtes responsable du secteur dont est sorti le terroriste. Il est évident que le commandant du secteur n'est pas le seul responsable et qu'il existe un ensemble d'autres acteurs. Je peux dire que nous, en tant qu'unité opérationnelle, avons également une part de responsabilité dans ce type d'échec. Il en est de même pour plusieurs autres cercles qui sont associés à ce sujet. Si l'on se focalise en profondeur sur le secteur d'où est sorti le terroriste, on verra bien que ce dernier se trouvait à l'intérieur de la ville. Il a quitté la base du Hamas en direction de nos villes. On peut se demander où était la police. Cette dernière aurait dû l'empêcher de franchir la frontière. Le terrorisme n'a ni couleur, ni odeur, ni aucune clémence. Il faut l'arrêter et l'extirper de ses racines. En tant qu'unité opérationnelle, notre objectif est de parvenir à frapper des assaillants à l'endroit où ils se trouvent, avant même qu'ils ne se dirigent vers l'espace où circulent des citoyens innocents. Et nous faisons cela en général avec succès, mais je dis bien en général. Alors justement, j'avais une question. Comment ça se passe généralement ? Vous donnez l'ordre d'intervenir et c'est l'unité d'Oren qui les attrape ? En principe, oui. Il y a des opérations qui sont ordonnées assez rapidement, à partir du moment où les renseignements me parviennent. Et ce sont des renseignements très précis sur la nature du lieu où se cache le terroriste, par exemple, sur la forme de la porte, le sens d'ouverture des fenêtres, etc., afin que je puisse savoir quels moyens exactement doivent être employés pour pénétrer à l'intérieur. Tandis que d'autres opérations peuvent s'étaler sur plusieurs années. Il y a une opération qui m'a pris 2 ans et demi. Je l'ai planifiée à l'aide d'une unité avec laquelle j'ai quasiment vécu durant toute cette période. Mes subordonnés ignoraient tout de la nature exacte de l'opération. Et c'est seulement au moment où j'ai reçu les informations précises et que j'ai compris que la cible était déjà coincée que j'ai donné l'ordre de passer à l'offensive. Mais avant la phase d'exécution, il y a un travail qui peut durer des jours ou même des années parfois. Si on n'y arrive pas, si vous avez eu toutes les informations et vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Je vais vous donner l'exemple d'un incident qui m'a fortement affecté. C'était lorsque mon commandant a été tué lors d'une opération qui avait été planifiée par le Shabak. Nous avons reçu toutes les indications nécessaires et nous avons attaqué un complexe de 3 étages dans le secteur de Jenin. Les terroristes ont été tous éliminés, mais le commandant de notre unité a perdu la vie également. Il a été tué lors de l'opération. Nous considérons que cette opération a échoué. Cet incident m'a d'autant plus touché que j'étais censé conduire l'attaque à sa place et il m'a mis à l'écart à la dernière seconde. Il a été tué et a laissé derrière lui une veuve et un bébé de 6 mois.
Cette tragédie m'a brisé. Et ce n'est pas le seul incident de cette nature. Il y a eu une multitude d'incidents de cette nature. 3 semaines plus tôt, Eli, que sa mémoire soit bénie, et moi-même avions dû faire face à un terroriste muni d'une M14 qui a tiré 3 balles sur nous. Et nous nous en sommes sortis de justesse. Il s'agit donc d'un ensemble d'incidents dont celui durant lequel Eli a été tué à ma place m'a complètement terrassé. Aujourd'hui, je souffre d'un post-traumatisme. Yzar, pourquoi vous accusez? Pourquoi vous accusez? Alors que vous avez sauvé des centaines, voire des milliers de vies de simples civils, de touristes. Vous avez le droit de vous accuser vous-même? Tout d'abord, un post-traumatisme n'est pas une question rationnelle. Mais si je vais dans votre sens et raisonne en termes quantitatifs, j'évoquerai le Talmud babylonien qui souligne ce cas de figure. Le fait d'avoir sauvé des milliers de vies ne vous innocente pas du meurtre du citoyen que vous n'avez pas réussi à sauver. Pendant des années, j'ai vécu avec un sentiment de culpabilité. Moi pendant 9 ans, lui pendant 16 ans. 16 ans, oui. Vous vivez secrètement avec un sentiment de culpabilité. Dans le passé, il était interdit d'exprimer ses sentiments dans le Shabbat. Aujourd'hui, cela a changé. Exprimer ses sentiments était alors perçu comme un signe de faiblesse. Je pense qu'au contraire, il est héroïque d'exprimer ses sentiments. Je n'ai pas l'impression que je suis passé d'un héros à moins que cela. Au contraire, je pense que c'est au moment que j'étais peut-être perçu comme un héros que je ne l'étais pas. Le vrai héroïsme est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il faut sortir de ce système machiste, basé sur la sanctification de la victoire et de l'héroïsme dans le sens que vous décrivez. Le corps et l'âme sont liés. Nous sommes des êtres humains avant tout. Permettez-moi d'approuver ce qu'Yzar vient de dire. Je pense que l'héroïsme aujourd'hui est de venir raconter tout ce qui s'est passé, la façon dont nous faisons face à ces difficultés. On ne peut pas prendre en considération qu'aux États-Unis se suicident chaque année environ 8000 combattants. Cela signifie que chaque jour, plus de 20 combattants américains mettent fin à leur vie suite à un post-traumatisme. Aujourd'hui, nous regardons la caméra et disons qu'en dépit du post-traumatisme, nous continuons à vivre et à vaincre. Tel est le message que nous voulons transmettre. On a toujours l'impression que vous êtes finalement des surhommes, et pourtant, est-ce qu'on pleure au moment de l'acte? Pourquoi cette idée? Pourquoi les gens croient-ils que nous sommes des surhommes dépourvus de sentiments? Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le lien entre les sentiments et l'action. Aujourd'hui, la perception a beaucoup évolué. Je peux vous dire que personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois de me mettre à l'écart et de verser des larmes. Je n'ai pas du tout honte, j'en suis même fier. Nous menons une action essentielle dans ce sens. Nous accompagnons des milliers de cas, y compris des combattants de la guerre du Yom Kippour ou de la guerre des 6 jours. C'est vrai, il existe en Israël aujourd'hui un peu plus de 50 000 anciens combattants reconnus. Mais entre 50 000 et 100 000 existent et ne sont pas encore reconnus. Ce sont des barils d'explosifs. Nous devons les trouver et les remettre sur les rails. C'est à travers ce genre d'entretien que nous allons pouvoir les rapprocher de nous. Nous devons pouvoir parler ouvertement de ces sujets sans avoir honte. Il n'y a pas de raison d'avoir honte. Nous sauvons des vies. Il faut aussi bien comprendre que ceux qui ont souffert de post-traumatisme, ce ne sont pas seulement nous, mais ce sont nos familles, nos entourages, nos enfants, le large public. C'est pourquoi il est très important de suivre et d'accompagner les victimes de post-traumatisme afin de les réintégrer dans la société. C'est une mission fondamentale. Issar David a écrit un livre racontant son histoire personnelle. Moi, j'écris le mien. Il faut les lire et en tirer les conclusions. Je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Il n'y a rien de plus noble que de sauver des vies. Nous avons un seul pays, l'État d'Israël. Nous devons faire tout notre possible pour le défendre et protéger ses citoyens. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission spéciale. Nous sommes dans la forêt de Reihan, derrière nous, le village de Yabed, d'où venait le terroriste qui a sauvagement assassiné le 20 décembre dernier Esther Orgen. Alors, revenons dans le passé, il s'agit d'une des décennies les moins meurtrières qu'a connu Israël. Liz Menkemoun, et on retrouve juste après le mari d'Esther Orgen, Benjamin Orgen. Les 2 dernières années les moins meurtrières de l'histoire d'Israël. 28 soldats israéliens sont morts en 2020 selon les données de Tsahal. Le 2e chiffre le plus bas depuis la création de l'armée israélienne après 2019 où 27 soldats étaient décédés.
En 1982, année de la Seconde Guerre du Liban, on comptait 545 soldats tués. Puis ce chiffre a baissé aux alentours des 200, avec une pointe à 224 en 1997 et 235 en 2002. Nouvelle baisse ensuite, avant un pic en 2014, l'année de bordure protectrice, avec 104 soldats tués. Depuis, on est en dessous de la centaine et même de la cinquantaine. Sur les 28 victimes de 2020, un seul soldat a été tué au combat en Cisjordanie. Les autres sont morts dans des accidents en opération ou à cause de problèmes techniques. Sans oublier 9 suicides, parmi lesquels 5 combattants. Un chiffre lui aussi en baisse, depuis une prise de conscience accrue de l'armée israélienne, après les 12 suicides enregistrés en 2019. Le général Moti Almoz a affirmé à l'occasion de la publication de ces chiffres que Tsahal dispose aujourd'hui de moyens plus rapides pour localiser les soldats disparus ou ceux dont la vie est en danger. Selon l'armée israélienne, il s'agit ainsi de la décennie la moins meurtrière depuis la création de l'État, et ce malgré des menaces en provenance de Gaza, du Liban, de Syrie, voire d'Iran, toujours plus concrètes. Benjamin Orgen, merci de nous recevoir chez vous, dans cette forêt de Rehan. Vous êtes le mari d'Esther Orgen, assassinée il y a plusieurs mois de cela, dans cette forêt. C'est là exactement où elle se trouvait. Ici, oui, tout à fait. Alors racontez-nous. Eh bien, c'est sur ce chemin qu'Esther avait l'habitude de faire ses promenades et ses courses chaque jour où le temps le permettait. Et c'est vraiment, nous sommes à quelques minutes de chez nous, à 3 minutes de l'école de notre yeshuv. Et ici, sur ce chemin, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est bien dégagé, mais à l'époque, la végétation était beaucoup plus dense. Et Esther avait l'habitude de courir et de marcher sur ce chemin. Et ce jour fatal du 20 décembre dernier, quand elle était sur le chemin du retour de sa course quotidienne, le terroriste a dû l'apercevoir et a décidé donc de l'assassiner. Ici, vraiment. En fait, d'après les reconstitutions et les preuves qui ont été retrouvées sur le terrain, on sait qu'elle l'a vu et elle a tout de suite ressenti un danger et elle a commencé à courir pour rentrer vers le village. Il a couru après, l'a plaqué à terre et il y a eu une réelle lutte. Les descriptions sont très, très dures. Il a vraiment, dirais-je, d'une manière très cruelle, elle l'a attaquée et elle était déjà blessée en sang, les bras cassés. Il l'a traînée dans les fourrés. Ici, maintenant, il y a ici des bancs et c'est très dégagé, mais à l'époque, la végétation était très dense. Et on sait qu'il l'a traînée jusque derrière ces arbres. Tel que vous connaissez votre épouse, elle a lutté? Elle a lutté vraiment bravement et on le voit, je sais, je connais sa personnalité, c'est sûr qu'elle ne se laisserait pas faire et elle ferait tout en ce qui est en son pouvoir, mais c'est une femme relativement frêle, vous savez, relativement petite, d'un petit gabarit, en très bonne santé, mais ceci dit quand même, lui c'est un espèce un homme très fort et elle ne pouvait rien contre lui. Et on sait qu'il l'a traînée jusque-là et quand elle était là, elle était encore vivante. Et c'est là qu'il a pris une pierre et lui a fracassé le crâne pour lui assonner le coup final. Et ce n'est que 8 heures plus tard, enfin plus exactement 12 heures plus tard que nous l'avons retrouvé, puisque l'attentat a eu lieu vers 2 heures de l'après-midi, dans une journée belle comme aujourd'hui. Et j'ai levé l'alerte quand j'ai vu qu'elle était absente vers 6 heures du soir. Vous l'avez cherché vous-même? Je l'ai cherché moi-même et j'ai même cherché sur ce chemin parce que je savais que s'il y avait quelque part, j'espérais quelque part qu'elle soit tombée, qu'elle soit cassée la jambe, qu'elle n'avait pas son téléphone. Vous n'avez pensé à aucun moment, enfin, du moins vous l'avez essayé de refuser de penser qu'il s'agissait d'un attentat? C'était impensable, il n'y a rien, c'est une zone qui est vraiment très sûre et rien n'est arrivé ici de point de vue sécuritaire depuis 30 ans. Sûr et en même temps, on est ce qu'on appelle communément les territoires. Oui, nous sommes dans les territoires, mais relativement proches de la ligne verte. Et puis c'est un endroit qui est très très calme, pastoral, comme on peut le voir. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce chemin quotidiennement.
Et encore une fois, la sécurité ici a toujours été au top. Et, quand les policiers, j'imagine, ou La police, l'armée, des volontaires, des milliers de personnes se sont mobilisées pour la chercher. On l'a cherchée pendant 8 heures, entre 6 heures du soir et 2 heures du matin. Et finalement, c'est avec une équipe cinéphile et des chiens qui l'ont retrouvée ici, dans les fourrés. Vraiment, on retrouvait son corps sans vie. Et, vous étiez où ? Moi, j'étais avec mes enfants à la maison. Mes enfants, j'ai 6 enfants, ils sont tous venus dans cette soirée et ont participé aux recherches dans toute la forêt qui est assez vaste. Mais finalement, vers 2 heures du matin, on était tous à la maison et c'est à ce moment-là que le président de la région, Yossi Dagan, et le Rav du Yeshuv sont rentrés chez moi pour m'annoncer la nouvelle terrible. Nous étions tous ensemble dans mon salon. Ce que je vois, et à travers vos écrits, à travers vos pensées, c'est que vous essayez absolument d'évoquer son souvenir, mais avec pudeur, et surtout évoquer la vie de votre épouse, et pas, je sais que le mot est dur, mais pas de manière mortuaire. Écoutez, regardez autour de vous, nous sommes dans un endroit superbe. Tout ici respire la vie, on est maintenant au début du printemps, tout respire l'air, la nature, le lien avec toute la création. Et c'était ça, Esther. Esther, elle était une femme vivante, heureuse, qui aimait la vie, qui aimait rire, qui aimait danser, qui aimait courir, qui aimait prendre soin d'elle, étudier, tous les aspects, que ce soit spirituel ou physique. Elle ne recherchait que les aspects positifs. Et donc, il me semble que pour perpétuer son souvenir, c'est ça qu'il faut faire. Et continuer sur son chemin. Et c'est pour ça que nous avions d'ailleurs... Sur son chemin. Exactement, sur ce chemin. Et c'est pour ça que l'une des activités principales que nous entreprenons, c'est de transformer toute cette forêt en un parc, mais un parc qui va respecter la nature, qu'on ne va pas commencer à dénaturer et à bétonner. Au contraire, ce que nous voudrions, c'est rendre tout cet endroit plus accessible à tous. Tout en gardant l'endroit tragique. Tout en gardant, de toute façon, en évoquant son souvenir. Et je pense qu'à cet endroit-là, mais aussi à d'autres endroits dans la forêt, nous avons l'intention de mettre une signalisation qui va raconter quelques périodes de sa vie, raconter son œuvre dans ses différentes activités et permettre à tout le monde de profiter donc de cet endroit de la manière la plus positive possible. J'aimerais que les gens viennent ici pour profiter de la nature, pour profiter du parc, pour avoir des activités sportives. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs organisé une course. Oui, alors nous avons organisé, Esther avait des activités dans plein de domaines différents et dans chacun de ces domaines, nous avons essayé de faire quelque chose à sa mémoire. Donc elle était graphiste et elle faisait des illustrations. Donc nous avons édité pour Purim, qui était vraiment juste après le meurtre, nous avons édité 2 Megillot Esther superbes avec ces illustrations et ces enluminures qui a eu un succès fou. Elle était également thérapeute dans le domaine de la psychologie juive. Et donc ce jeudi, dans quelques jours, il y a l'inauguration d'un centre de formation pour des thérapeutes en psychologie juive à son nom qui va être inauguré à Jérusalem. Et nous sommes également en train de réunir tous ses écrits parce qu'elle écrivait, elle contribuait pendant plusieurs années au Petit Hebdo. Et donc tous ces articles ont été concentrés. Maintenant, nous sommes en train de les mettre en forme. Et nous allons éditer un livre avec ses écrits, si Dieu veut, l'été prochain. Elle, comme on l'a dit, elle a trouvé la mort ici en courant, en faisant ses activités physiques ici dans cette forêt. Et c'est pour ça que nous avons donc l'initiative de créer un parc. Et la deuxième, c'était d'organiser une course qui, je l'espère, deviendra annuelle à sa mémoire. Et la première édition a eu lieu vendredi dernier avec 600 participants. C'était extraordinaire. Des gens ont couru ici dans cette forêt sur des distances entre 2,5 et 10 km de course sur le terrain, avec une participation extraordinaire de tout Israël, avec le soutien de la municipalité, mais également de Marathon Israël, Real Timing et d'autres organisations qui se sont tous mis ensemble pour, en effet, perpétuer sa mémoire de la manière la plus vivante possible. Je terminerai par une question qui est un petit peu difficile, parce que nous sommes à l'endroit précis exactement où son corps a été trouvé. Oui. Et je ressens toute l'émotion que vous avez dans vos mots, dans ce que vous dites, la manière dont elle a été tuée. Et c'est hasard du calendrier ou pas, c'est cette semaine que Israël va donner la réponse à la Cour pénale internationale face à des accusations de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Votre réaction?
C'est incroyable qu'on puisse, sous une espèce de mascarade de justice, prétendre qu'Israël a fait des crimes de guerre. Moi j'ai appris depuis, j'ai étudié de ce qui se passait au sein de l'autorité palestinienne, qui eux sont vraiment des fervents supporters du terrorisme à tous les points de vue, et par leur financement et par l'incitation à la haine qui est incessante. Et quand on voit ce qui se passe ici en Israël, au contraire, chaque activité est toujours bien encadrée et toujours avec des règles de morale très strictes. Et le fait qu'on puisse maintenant essayer de dire que Tsahal ou Israël soit coupable d'un quelconque crime contre l'humanité est impensable, et c'est de l'antisémitisme pur et simple. Merci Benjamin Orgen. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Souhaitons-nous de continuer à répandre encore plus de vie, encore plus d'amour, même en ce lieu sinistre où elle a trouvé sa mort. C'est ici que nous allons continuer la vie, continuer à construire et à se lier avec la nature et avec le bien qu'il y a dans toute chose, à tout moment, et ne jamais attendre le lendemain, ne jamais repousser l'occasion de faire le bien. Merci Benjamin, je prends ces conseils pour moi. Merci Mathieu. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Yom HaZikaron, la journée du souvenir en mémoire des soldats tombés sur le terrain, et également des victimes civiles du terrorisme. On en aurait presque oublié les raisons pour lesquelles Esther Orgen a été tuée. Le terroriste l'a avoué devant les juges et devant les enquêteurs du Shabak, les services intérieurs israéliens. Il l'a tuée tout simplement parce qu'il voulait venger la mort d'un ami qui est prisonnier, emprisonné pour acte de terrorisme, et qui est mort du cancer. Finalement, cette culture de la mort face à la culture de la vie. Bonne semaine à tous sur i24 News. À la semaine prochaine sur Défense.